Bonjour et bienvenue sur ACI Podcast, un podcast pour comprendre le vivant autrement. Moi c'est Béatrice, créatrice de ACI. Bienvenue dans mon univers. Imaginez une forêt qui pousse dans l'eau salée, dont les racines s'entortillent hors du sol comme des doigts géants, plongeant dans la vase pour s'ancrer dans un terrain que presque aucune autre plante ne pourrait tolérer. Une forêt qui se trouve 2 fois par jour immergée par la marée montante, puis exposée au soleil brûlant à marée basse. Une forêt qui filtre l'eau de mer, amortit les vagues des tempêtes, nourrit des milliers d'espèces et séquestre 10 fois plus de carbone par hectare que la forêt amazonienne. Cette forêt existe, elle s'étend sur les côtes tropicales et subtropicales de 118 pays. Elle est l'un des écosystèmes les plus productifs et les plus menacés de notre planète, et presque personne ne la regarde. Bienvenue dans l'épisode 9 d'Acili. Aujourd'hui, on parle des mangroves, ces forêts étranges qui vivent entre la terre et la mer, et dont la destruction silencieuse déclenche des cascades dont nous mesurons à peine l'ampleur. Un épisode qui vous fera regarder autrement les zones côtières que vous croisez. Avant de parler de ce que les mangroves font, parlons de ce qu'elles sont. Parce que les palétuviers, les arbres qui forment les mangroves, sont en eux-mêmes des êtres biologiquement remarquables. Il existe entre 50 et 110 espèces de palétuviers selon les classifications, réparties en plusieurs familles botaniques non apparentées. Ce qui les unit n'est pas une parenté évolutive, mais une convergence adaptative comme la bioluminescence dont on parlait dans l'épisode 1. Des espèces différentes qui ont trouvé les mêmes solutions face aux mêmes contraintes. Et ces contraintes sont redoutables. Le sol des zones intertidales tropicales est saturé d'eau salée pauvre en oxygène, instable. La marée le recouvre 2 fois par jour, puis l'expose à la chaleur et à l'évaporation. Presque aucune plante terrestre ne peut y survivre. Les palétuviers ont développé des adaptations extraordinaires pour y prospérer. La plus spectaculaire, ce sont les racines. Les palétuviers rouges, Rhizophora mangle, ont développé des racines en arceaux, appelées racines échasses ou prop roots, qui émergent du tronc et plongent dans la vase comme des béquilles géantes. Ces racines aériennes ancrent l'arbre dans un sol instable et lui permettent de capter de l'oxygène, impossible dans des sédiments gorgés d'eau. Les palétuviers noirs, Avicennia, eux ont développé des pneumatophores, des milliers de petits tuyaux verticaux qui émergent du sol autour de l'arbre comme une forêt de paille pour capter l'air atmosphérique. Et puis il y a le problème du sel. L'eau de mer est létale pour presque toutes les plantes terrestres. Les palétuviers ont développé plusieurs stratégies pour les gérer. Certains ont des filtres ultra efficaces à la base de leurs racines qui excluent le sel avant qu'il n'entre dans la plante. D'autres accumulent le sel dans leurs feuilles les plus vieilles, puis les font tomber. D'autres encore excrètent le sel directement par des glandes spécialisées sur les feuilles. Si vous léchez une feuille de palétuvier, vous sentez le sel. Et enfin, les mangroves ont résolu le problème de la reproduction dans un milieu instable d'une façon unique dans le règne végétal. Beaucoup d'espèces sont vivipares, leurs graines germent sur la plante mère avant de tomber. Ces propagules, de longues tiges vertes pointues, prêtes à s'enfoncer dans la vase dès qu'elles touchent le sol, peuvent flotter pendant des mois et des mois avant de s'ancrer dans un substrat favorable. Une graine qui navigue, qui attend et qui s'implante au bon endroit. Maintenant, parlons de ce qui vit dans les mangroves. Parce que la biodiversité de ces forêts est extraordinaire et une partie d'elle n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Dans la première évaluation mondiale des vertébrés terrestres restreints aux mangroves, les chercheurs ont identifié 48 espèces d'oiseaux, 14 espèces de reptiles, 1 amphibien et 6 mammifères endémiques à cet écosystème. Plus de 40% de ces vertébrés endémiques sont aujourd'hui globalement menacés. Des espèces que si les mangroves disparaissent, nous ne verrons plus jamais nulle part. Laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Sur l'île de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei, vit un singe que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Terre. Le nasique, Nasalis larvatus, appelé singe hollandais dans les langues locales à cause de son grand nez proéminent et de son ventre rond, est strictement endémique aux forêts de mangroves et aux forêts côtières de Bornéo. Il est excellent nageur, l'un des rares singes à nager régulièrement, et plonge dans les canaux des mangroves pour échapper aux prédateurs. Sa population a décliné de plus de 60% au cours des 40 dernières années. Il fait partie des singes les plus menacés d'Asie.
Dans les Caraïbes et le sud de la Floride vit un oiseau que les ornithologues peinent à étudier, le coucou des mangroves, Coccyzus minor. Discret, peu vocal, il se cache dans la profondeur dense des branches des palétuviers. Il ne vit que là, pas dans d'autres forêts, pas dans d'autres zones côtières, uniquement dans les mangroves. Sa biologie reste encore mal connue précisément parce que son habitat est très difficile d'accès. Et puis, il y a peut-être l'habitant le plus extraordinaire des mangroves, le mudskipper, Periophthalmus. C'est un poisson, un vrai poisson, mais il a développé la capacité de respirer à l'air libre grâce à sa peau humide et à ses cavités branchiales modifiées, de se déplacer sur terre en utilisant ses nageoires pectorales comme des béquilles et de grimper aux racines des palétuviers. Il passe la majorité de sa vie hors de l'eau, chassant des insectes, défendant son territoire, cherchant un partenaire sur la vase. Les mâles construisent des terriers dans lesquels ils pondent leurs œufs et maintiennent une poche d'air pour les garder oxygénés. Un poisson qui marche, qui grimpe, qui respire de l'air et qu'on ne trouve que dans les mangroves. Au-delà des espèces endémiques, les mangroves jouent un rôle crucial pour des centaines d'espèces marines qui n'y vivent pas en permanence, mais qui en dépendent à des stades critiques de leur vie. Les racines entrelacées des palétuviers créent un labyrinthe de refuge à l'abri des prédateurs, un habitat parfait pour les juvéniles. Des espèces commerciales importantes comme le snapper, le mérou, la crevette, le crabe y passent leurs premières semaines ou leurs premiers mois. Sans mangroves, leur population s'effondre. Et avec elle, les pêcheries côtières dont des centaines de millions de personnes dépendent pour leur alimentation et leurs revenus. Maintenant que nous savons ce que les mangroves sont et ce qui y vit, parlons de ce qu'elles font. Parce que les services que ces forêts rendent à l'écosystème, aux populations côtières et à la planète entière sont d'une ampleur que peu de gens connaissent. Les mangroves sont parmi les défenses naturelles les plus efficaces contre les catastrophes côtières. Leur enchevêtrement de racines dissipe l'énergie des vagues. Des études ont montré qu'une ceinture de mangroves de seulement 100 mètres peut réduire la hauteur des vagues de 66%. Lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, les côtes protégées par des mangroves intactes ont subi des dommages considérablement moindres que les côtes dénudées. Elles amortissent aussi les tempêtes tropicales, réduisent l'érosion côtière et stabilisent les sédiments, créant littéralement de nouvelles terres émergées en piégeant les particules apportées par les courants. Pour les communautés côtières qui les bordent, les mangroves sont une infrastructure naturelle dont la valeur économique est estimée à au moins 1,6 milliard de dollars par an en service de protection contre les inondations et les tempêtes. Construire l'équivalent en digues et en brise-lames artificielles coûterait des ordres de grandeur supérieurs. Les mangroves agissent comme des filtres naturels extraordinairement efficaces. Leurs racines et leurs sédiments piègent les polluants, les nutriments en excès, les métaux lourds, empêchant qu'ils n'atteignent les récifs coralliens et les herbiers marins en aval. Sans cette filtration, les récifs coralliens côtiers, déjà fragilisés par le réchauffement des océans, seraient exposés à des niveaux de pollution qui accéléreraient considérablement leur dégradation. Les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers marins forment un continuum. Détruire les mangroves, c'est aussi menacer les coraux. Et puis il y a le carbone. Les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus efficaces de la planète pour la séquestration du carbone et de très loin. Les études actuelles suggèrent que les mangroves séquestrent du carbone à une vitesse 10 fois supérieure à celle des forêts tropicales matures. Elles stockent en moyenne 950 tonnes de carbone par hectare, soit 2 à 5 fois plus que les forêts tempérées ou tropicales terrestres. Et contrairement aux forêts terrestres qui stockent principalement leur carbone dans la biomasse des arbres, les mangroves stockent 75% de leur carbone dans le sol, dans des couches de sédiments organiques qui peuvent s'accumuler sur plusieurs mètres de profondeur et rester piégés pendant des centaines voire des milliers d'années si l'écosystème reste intact. Le total de carbone stocké dans les mangroves mondiales est estimé à être équivalent à plus du double des émissions annuelles mondiales de CO2 d'origine humaine. C'est un chiffre vertigineux pour un écosystème qui couvre moins de 1% de la superficie des forêts tropicales. Mais maintenant, il faut parler de ce qui se passe vraiment. Dans les 50 dernières années, entre 30 et 50% des mangroves mondiales ont été perdues à un rythme qui a longtemps atteint 2% par an. Et les responsables sont bien identifiés, le développement côtier, l'agriculture et surtout l'aquaculture. Voici quelque chose que je veux vous dire et qui illustre de façon concrète et troublante ce que coûte réellement la destruction des mangroves.
Une étude publiée dans Global Change Biology a quantifié ce qu'on appelle l'empreinte carbone foncière de la conversion des mangroves. La conversion d'un hectare de mangrove en agriculture ou en aquaculture émet entre 1000 et 3000 tonnes de CO2 équivalent, libérés depuis les sédiments accumulés pendant des siècles. Et pour chaque kilogramme de crevettes produit sur des terres anciennement occupées par des mangroves, l'empreinte carbone est de 1600 kg de CO2 équivalent. 1 kg de crevettes, 1600 tonnes de CO2. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 kg de bœuf, déjà considéré comme l'une des productions alimentaires les plus émissives qui existent, génère environ 27 kg de CO2 en moyenne. Les crevettes produites sur des terres de mangroves génèrent 60 fois plus. Et les mangroves, bien qu'elles ne représentent que 0,7% de la superficie des forêts tropicales mondiales, peuvent représenter jusqu'à 10% du total des émissions mondiales dues à la déforestation. Un écosystème minuscule en surface, un géant en termes d'impact climatique quand on le détruit. Comme pour les loups de Yellowstone, les baleines et les loutres de mer, la destruction des mangroves déclenche des cascades trophiques dont nous mesurons à peine l'ampleur. Quand une forêt de mangroves disparaît, les nurseries marines disparaissent avec elle. Les populations de poissons juvéniles s'effondrent et avec elles les populations adultes, puis les pêcheries. Des communautés côtières entières perdent leurs sources de protéines et de revenus. Les coraux voisins, privés du filtre naturel que représentaient les mangroves, sont exposés à des niveaux accrus de pollution et de nutriments, ce qui accélère leur blanchissement et leur mort. Les côtes privées de leur protection naturelle s'érodent, les tempêtes font des dégâts considérablement plus importants. Et tout ce carbone accumulé pendant des siècles dans les sédiments est libéré dans l'atmosphère en quelques années, transformant ces puits de carbone en source d'émissions massives. La disparition d'une forêt de mangroves, c'est une cascade silencieuse qui se déroule sur des décennies dans les populations de poissons, dans les récifs coralliens, dans les communautés humaines qui en dépendaient, dans l'atmosphère. Mais voilà ce qui me donne de l'espoir dans cette histoire. Les mangroves peuvent se régénérer. Pas aussi vite qu'on les détruit, mais elles peuvent revenir. Des projets de restauration de mangroves ont montré des résultats encourageants dans de nombreuses régions au Bangladesh, en Indonésie, au Sénégal ou encore au Mexique. Quand les conditions hydrologiques sont favorables et que les pressions humaines sont réduites, les palétuviers recolonisent naturellement les zones dégradées. Une étude publiée dans Ecosystem Health and Sustainability a suivi une zone de mangroves restaurée dans d'anciens bassins à crevettes abandonnés en Thaïlande. Après 18 ans de restauration, les stocks de carbone dans les sols atteignaient des niveaux 2 fois supérieurs à ceux des zones non restaurées. La forêt revenait, et le carbone se réaccumulait. La restauration des mangroves n'est pas seulement possible, c'est l'une des interventions de conservation les plus rentables qui existent en termes de biodiversité préservée, de services écosystémiques restaurés et de carbone séquestré par rapport à son coût. Les mangroves nous posent une question que je trouve essentielle dans cette série sur les cascades trophiques. Nous avons parlé des loups, des baleines, des loutres, des animaux charismatiques, facilement aimables, facilement défendables. Et nous avons vu comment leur disparition déclenche des cascades dont nous mesurons les effets que des décennies plus tard. Les mangroves, elles, ne sont pas charismatiques. Ce sont des arbres qui poussent dans la vase, dans des zones difficiles d'accès, dans des paysages que nous trouvons souvent inhospitaliers. Des zones humides que nous avons longtemps considérées comme des espaces à améliorer, à drainer, à remblayer, à transformer en terres agricoles ou en bassins à crevettes. Et pourtant, dans ces forêts qui ressemblent à des labyrinthes de racines, il y a un singe qui n'existe nulle part ailleurs, un poisson qui marche, un oiseau que les scientifiques peinent encore à étudier, des milliers d'espèces juvéniles qui grandissent à l'abri des prédateurs, des sédiments qui accumulent du carbone depuis des siècles. Peut-être que la leçon principale de cette série sur les cascades trophiques est celle-là. La valeur d'un écosystème ne se mesure pas à son esthétique. Elle se mesure à ses connexions, à tout ce qui en dépend, souvent invisiblement et souvent silencieusement. La semaine prochaine, on continue notre série avec un épisode de synthèse sur les espèces keystone, ces acteurs clés dont tout dépend dans un écosystème et qu'on ne regarde presque jamais. Des loups aux figuiers étrangleurs, des loutres aux éléphants, un épisode pour comprendre le concept qui unit tous ceux qu'on a explorés jusqu'ici. Comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, vous retrouverez en bio dans la description les articles scientifiques qui m'ont permis de faire cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts. Il y a des merveilles partout qui n'attendent que vous.